Bonsoir à tous, c'est Connaissez-vous, on va commencer par de la bande dessinée ce soir. Ce sera Franck P, notre premier invité, qui viendra nous présenter le volume 2 de La Bête. La Bête en question, c'est le Marsupilami. Comment dépasser l'œuvre de Franquin, on en parle dans un instant avec lui. On parlera musique ensuite avec le saxophoniste Pierrick Pédron, avec une double actualité, un album en duo avec un pianiste cubain et la tournée d'un groupe qui s'appelle Black Lives From Generation to Generation. On aura en dernier une autrice aujourd'hui, elle s'appelle Françoise Strurs. Je dis autrice parce qu'il y a à la fois un aspect littéraire et un aspect graphique dans l'ouvrage qu'elle viendra nous présenter. Et puis on terminera avec une slameuse, Hélène Lenne Justicia. Si connaissez-vous, on est parti. Bonjour Franck P. Bonjour, bonjour. Que diriez-vous de vous à ceux qui ne vous connaîtraient pas? Ah, que je suis dessinateur de bande dessinée depuis maintenant 40 ans chez Dupuis, notamment, mais que je fais plein d'autres choses autour, basées sur le dessin, des expos, du dessin animé, même de la sculpture. J'ai un projet de parc animalier, je m'occupe beaucoup d'animaux et je les dessine avec un grand plaisir. Vous vous intéressez autant aux animaux qu'aux humains? Oui, mais pas de la même manière. Ne tombons pas dans le cliché, je préfère les animaux aux humains. C'est pas du tout ça. Ouais. Qu'est-ce qui vous intéresse chez les animaux? C'est graphique ou c'est autre chose? Ah non, 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 c'est beaucoup plus profond que ça. Je suis touché par le fait que ce sont des êtres vivants dotés comme nous d'une conscience, j'ai pas dit intelligence comme la nôtre, mais qu'ils ont une présence. Un jour ils naissent, un jour ils meurent, et entre les deux ils sont là, et nous partageons cette condition. Et je suis très touché parce qu'eux la vivent tout à fait différemment, puisqu'ils ont des sens différents et une histoire biologique différente. C'est très enrichissant quand on va vers eux pour creuser cette présence au monde. Alors on va parler d'un animal en particulier. Est-ce que vous avez envie de vous asseoir? Certainement. Oui, alors il y a une petite place sur la banquette, vous allez voir votre livre, vous vous installez juste à côté, sur le côté, voilà. Plutôt l'autre côté du livre. Voilà, ça ce sera parfait. On va en parler de ce livre. Il s'appelle La Bête. Oui. De quelle bête s'agit-il? Alors La Bête, c'est un marsupilami, le sacré marsupilami de Franquin. Mais ici, le concept, c'est que c'est un animal qui existe vraiment. Et donc, il est réaliste, il a des longs poils qui collent un peu, il pue, c'est un animal sauvage, il vit dans la jungle, sauf qu'il a été capturé à un moment par erreur, et il se retrouve à Bruxelles en 1955, l'année où je suis né. Et évidemment, ça va faire du bazar, parce qu'un marsupilami à Bruxelles, c'est pas normal, et c'est le grain de sable dans les rouages, quoi. Ouais. Et ça, c'est une histoire jouissive que j'ai élaborée avec Zidrou au scénario, le fameux Zidrou. Et on a fait cette histoire qui court sur 351 pages en 2 volumes. Voilà. Le 2e volume étant paru aujourd'hui. Voilà, c'est de La Bête numéro 2 dont on parle en ce moment. On va voir quelques images et je vais vous laisser peut-être les commenter. La date, elle est importante. Vous parlez de 1955 et dans votre dessin, dans les décors, dans le scénario aussi, le fait qu'on soit à cette période-là, hein, un petit peu après-guerre, c'est important. Pourquoi ? C'est important pour moi parce que c'est la période où je suis né et mes plus vieux souvenirs de gamin. C'est ce Bruxelles un peu sombre, un peu, comment dire, triste, pas encore reconstruit, qui n'a rien à voir avec le Bruxelles actuel. C'est encore bien avant l'Europe aussi. Et c'est un Bruxelles calme, un peu oppressant. Je me rappelle par exemple de cette vieille poste en face de la Monnaie, qui était un bâtiment noir, inquiétant. J'en avais un peu peur. Ici, on voit la place Litz.
ce sont des vieilles maisons, il y a encore des kiosques à musique, des petites voitures. Enfin bref, c'est ce Bruxelles-là que je voulais mettre en scène. Pourquoi aussi? Parce que le contraste avec le marsupilami, une bête extraordinaire, c'est un peu un super-héros côté animaux, qui déboule dans une ville aussi figée. C'est encore une époque où les gens sont d'un petit esprit. Même s'il y a des brels, ils sont quand même misogynes, ces gens-là. C'est le Bruxelles de nos parents ou de nos grands-parents. Ouais. C'est une nostalgie, c'est ça que je voulais faire. C'est une nostalgie qui n'est pas heureuse, je dirais ça. Oui, qui se recherche. Enfin, elle se relève de la guerre, cette ville. Et voilà. Et puis c'est la modernité qui arrive à grands pas, puisque 2 ans après, c'est l'exposition universelle avec l'atomium et tout le bazar qui va débouler. Ouais. Alors, Bruxelles, on l'a compris, c'est un personnage quasiment à part entière de cette histoire, mais il y en a évidemment d'autres. Il y a le marsupilami, et puis il y a un certain François. Qui est François ? Alors François, c'est un petit gamin d'une dizaine d'années, 10-12 ans, qui adore les animaux, comme moi quand j'étais petit, et qui ramène toujours à la maison la pie qui a perdu une aile. Oui, c'est l'arche de Noé chez lui. Hein. Ah ouais, il recueille tout ce qui traîne et tout ce qui pose problème, et sa mère en a marre. Et évidemment, un jour, il ramène un marsupilami. Comment il trouve ce marsupilami ? Il le trouve par hasard, c'est un peu le ciel qui lui envoie. Et puis, entre le gamin et le marsu qui est tellement sauvage, il va se passer un truc. Comme souvent avec les animaux et les enfants, ça se passe très très bien. Et le marsu qui est un animal finalement très empathique, il comprend très bien les émotions des humains. Le petit Franz va devenir son meilleur copain et ils vont faire tout un parcours dans ce Bruxelles triste. Et ça va faire évoluer le petit Franz, évidemment, beaucoup au long de ces 350 pages. Oui, alors on va voir d'autres images qui sont tirées du volume 1 de La Bête, puisque maintenant c'est l'apparition du volume 2. Il y avait un volume 1. J'ai eu le sentiment que votre dessin avait un peu évolué et que le marsipulami, ses traits s'étaient un petit peu adoucis. Il était plus sauvage dans le 1 que dans le 2. Est-ce que c'est un fantasme de lecteur? Est-ce que ce sont mes yeux qui se sont habitués? Ou est-ce que c'est votre volonté de dessinateur, Franck P? C'est rien de tout ça. C'est simplement que l'histoire se déroule avec un début, un milieu et une fin. Quand le marsu débarque dans l'histoire, au tout début, il en a déjà pris plein la gueule et il a passé la traversée de l'Atlantique en arrivant d'Amérique du Sud au fond d'un cargo avec des singes qui sont en train de crever dans un container. Il va très mal, il ne comprend pas ce qu'il fait là et on sent qu'il est comment dire, en réaction. Si on prend des mots humains, on dirait qu'il est en colère contre sa condition. Et puis, petit à petit, au contact de Franz aussi, il va effectivement s'adoucir, comprendre que tous les humains ne sont pas pareils et qu'il peut être compris par certains, sauvé. La compassion va intervenir et c'est pas un secret de dire que l'histoire se termine plutôt bien pour lui, même si pour d'autres personnages, elle se termine aussi un peu moins bien. Ouais. On va parler des personnages. Il y a François, donc c'est ce petit garçon extraordinaire qui recueille tous les animaux, qui a des problèmes avec ses camarades de classe. Il faut expliquer l'histoire. François, il a une maman, on est après-guerre, et on reproche à la maman de s'être un peu trop rapprochée d'un officier allemand. Ils sont cruels, les enfants, entre eux, dans vos histoires, enfin, dans cette histoire-là. Les enfants peuvent être terriblement cruels et terriblement merveilleux en même temps, les mêmes. C'est une banalité de le dire. Et dans notre histoire, ben oui, il y a le trio des 3 sales gamins qui ont entendu comme ça des choses autour d'eux, les méchants Allemands. Bon, on l'appelle le Boche, hein, le petit François. Voilà. Le Boche, les histoires de Juifs, ils n'ont rien compris, mais ils chopent comme ça des clichés. Et c'est des gamins, quoi. Donc voilà, le petit Franz, c'est un souffre-douleur. Heureusement, les 3 gamins
vont faire du chemin et petit à petit comprendre leurs erreurs et finalement se mettre du côté du petit Franz qui a des gros problèmes. Ouais, et ils vont l'aider. Et ils vont l'aider et ils vont devenir très copains. Ouais, donc c'est quand même plein d'optimisme, cette histoire. Il y a plusieurs niveaux de lecture. Il y a le rapport entre les enfants, entre eux. Il y a le rapport entre les enfants et les adultes. Il y a un monde d'adultes aussi, parce que vous avez une galerie de personnages incroyables. Il y a la maman de François, il y a l'instituteur qui s'appelle Monsieur Boniface. C'est des personnages d'ailleurs qu'on retrouve dans le tome 1 et dans le tome 2. Boniface, il est un peu amoureux de la maman de François, mais ça va pas très bien. Ça va pas très bien se passer pour lui. On a un directeur d'école, on a des parents d'élèves. Enfin, il y a une galerie de portraits qui est fantastique. Vous les aimez, vos personnages, quand vous les dessinez? Alors, j'aime beaucoup mes personnages, évidemment, et il y en a un qui me tenait beaucoup à cœur, c'est entre guillemets le méchant de l'histoire, c'est un cryptozoologue que je me suis inspiré d'un personnage qui existait vraiment, Bernard Reuvelmans, le créateur de la science cryptozoologique. Donc c'est la science qui s'occupe des animaux avant qu'ils soient découverts par les humains. Un exemple, c'est l'okapi. On a eu des traces de l'okapi avant de le découvrir au début du XXe siècle. Un grand mammifère quand même. Hein. Et Reuvelmans traquait les animaux méconnus. Et notre personnage dans l'histoire s'inspire de lui en forçant le trait et il a un ego surdimensionné, il est drôle à force d'être ridicule et il n'a qu'une idée en tête, c'est capturer une marsupilami pour paraître en première page du National Geographic et de bonne soirée. Donc c'est un personnage haut en couleur qui va croiser le destin de Franz et du Marsu. Ouais. On va encore dire qu'il y a plein de références à Bruxelles. Vous êtes né à Ixelles, hein, vous, si je ne me trompe pas. Il y a même du bruxellaire et il y a plein de choses très amusantes. Il y a beaucoup de ressorts comiques aussi. C'est une magnifique bande dessinée. J'aimerais qu'on jette quand même juste une image, un coup d'œil à une image. C'est celle du dessin original, celle de Franquin. Ce Marsu-là, il est très éloigné du vôtre. Vous ne pouviez pas reprendre le même. Il fallait évoluer pour donner ce caractère réaliste que vous avez indiqué tout à l'heure à votre récit? C'était l'idée de départ, c'était de le moderniser et de ne pas le rendre forcément humoristique. J'ai beaucoup réfléchi sur les reprises de personnages existants. C'est la mode actuellement. J'ai repris aussi le temps d'un album, le Spirou et Fantasio. J'ai repris aussi Little Nemo, qui est un grand classique américain. J'ai travaillé sur le peintre Mucha pour faire des expos. Ça m'a fait arriver à la conclusion que si on reprend le personnage de quelqu'un d'autre, il faut le faire à sa manière à soi, pour ne pas traduire d'une part le style du créateur initial, mais pour ne pas se trahir soi-même en singeant quelqu'un qu'on n'est pas. Donc le Marsu, c'était évident que je devais le traduire dans mes propres traits et non reprendre le style de Franquin. Voilà, et c'est une traduction tout à fait réussie. C'est même un dépassement du personnage de Franquin. J'imagine que quand on est dessinateur BD chez Dupuis, reprendre Franquin, on doit se poser quand même quelques questions. On n'a pas forcément toutes les nuits bien dormi. Je voudrais un dernier mot, Franck, je voudrais que vous preniez le livre. Il est à votre gauche. L'objet livre. Parce que ce n'est pas une bande dessinée au sens classique, ce n'est pas le format traditionnel de l'album. Alors il y a eu des prépublications dans le journal de Spirou, comme souvent chez Dupuis, mais l'objet que vous avez en main, il est lourd, le papier est épais. Pourquoi est-ce que vous avez voulu ça? Parce que c'est l'histoire d'un animal sauvage, rugueux, on va dire, et je voulais que le bouquin, l'objet, soit aussi rugueux que le personnage, qu'on rentre aussi dans ce Bruxelles aux pavés mouillés, aux matières un peu foutues, un peu vieilles, le papier est un peu jaune, on a pris du Munken bouffant, c'est un papier qui a 2 fois l'épaisseur du papier normal. Tout ça pour donner cette sensation. Alors, il suffit d'ouvrir le bouquin, on est déjà un petit peu dans l'univers de l'histoire. Franck P, ça s'appelle La Bête, le scénario est de Zidrou, c'est aux éditions Dupuis et c'est donc le tome 2. Jetez-vous dessus, achetez le tome 1 si vous ne l'aviez pas lu et rendez hommage à Franquin et à Franck P. On va parler musique si vous êtes d'accord maintenant, Franck P. À votre gauche, il y a 2 CD. Sous le livre, on avait caché 2 CD. Est-ce que vous connaissez l'auteur de cette musique-là? Est-ce que vous pouvez me donner son nom? Non. Non.
sur la couverture du premier CD. Vous lisez quoi? Pedron Rubalcaba. Rubalcaba. Eh bien, vous allez rencontrer Pierrick Pedron. Ok. Bravo. Désolé d'avoir écorché votre nom. Pierrick Pedron, est-ce qu'on peut vous proposer de vous asseoir juste en face de Oui, bien Franck? sûr. Comme ça, ce sera plus facile pour vous parler. Est-ce que vous pourriez vous présenter à lui? Absolument. Alors, je m'appelle Pedron Rubalcaba. Non, c'est pas vrai. Je m'appelle Pierrick Pedron. Et je suis natif de Saint-Brieuc, en Bretagne. Et je suis saxophoniste. Ouais. Et Rubalcaba, c'est un pianiste cubain que vous avez rencontré avec lequel vous sortez cet album. Exactement. C'est quoi l'idée de cet album? Un duo, convivialité, un discours, une discussion entre deux musiciens, ma foi. Ouais. Et ce qui m'intéressait, c'est justement d'avoir et de pouvoir acquérir quelque chose, une certaine intimité, quelque chose qu'on n'a pas forcément l'occasion d'avoir en plus grande formation. Alors, Donc c'est vraiment un dialogue. Je vous propose qu'on entende tout de suite un extrait de ce dialogue et on en reparle juste après. Ok. Voilà le saxophone de Pierrick Pedron et les touches de piano de Gonzalo Rubalcaba. Première réaction de Franck P. Comment vous accueillez cette musique-là? J'aime beaucoup, c'est typiquement le genre de musique sur laquelle je dessine très bien. C'est-à-dire que ça commençait là le morceau d'une manière assez nostalgique, très calme. Ouais. Et puis l'énergie arrive, elle s'installe. Et c'est une musique un peu, je ne connais pas les termes, je ne suis pas musicien. Non, mais c'est très intéressant. C'est un peu lounge, un peu, on se sent bien, on se sent enveloppé. Et j'aime beaucoup. Ça aussi recentre un petit peu dans ce monde de fou, Ouais. où on court tout le temps. Et là, ça prend son temps. Alors, et je trouve que c'est une qualité essentielle dans les temps qui courent. Oui. Merci. J'ai tendance à prendre pour un compliment. Ah oui, oui, c'est... Je crois que c'en était un. Cette idée de l'impression. nostalgie, elle est aussi un peu renforcée par les images qu'on a vues en même temps que la musique. Oui. C'est tourné aux États-Unis. New York. Ouais. Ça a été enregistré aux États-Unis. Absolument. Oui, oui. Comment ça se passe la rencontre entre un saxophoniste breton, je crois exilé à Paris, mais tout le monde peut faire des erreurs, et un pianiste cubain? Comment on se rencontre et comment on décide de travailler ensemble? Ben alors, je crois qu'on était un petit peu fait pour nous rencontrer. C'est-à-dire que les choses, elles sont dans ma vie en général et dans ce que j'entreprends sous toute forme artistique, musicale en l'occurrence, j'aime bien prendre des risques.
Si je ne prends pas de risque, j'ai l'impression d'être dans quelque chose de formaté et ça me convient absolument pas. La rencontre avec Gonzalo, elle est un peu particulière parce que, évidemment, je le connaissais de réputation depuis que je suis gamin. Parce que c'est quand même un maestro, c'est un pianiste reconnu dans le milieu du jazz. Vraiment, c'est quelqu'un de très important. Une pointure, on dit. Oui, absolument. Un grand virtuose du piano, un grand musicien. Et puis, c'est l'idée, comme ça, d'un ami, Daniel Ivinec, qui est le directeur artistique de cet album, qui me dit, écoute, puisque tu as envie d'enregistrer un disque en duo, pourquoi pas avec Gonzalo Rubalcaba? Cadeau. Et moi, j'y croyais pas. Franchement, j'y croyais pas. Au début, je me dis non, mais attends, tu rigoles, c'est impossible. Je veux dire, Gonzalo Rubalcaba n'accepterait pas. Et puis, comment on va faire pour le choper? Ça va être difficile. Quel agent, quel manager? Puis finalement, on a réussi à trouver les contacts de son management. Et puis, on lui a envoyé des disques sur lesquels je jouais. Il a accepté qu'on puisse faire un disque ensemble. Donc, ce qui était complètement incroyable, c'est qu'on ne se connaissait pas. On s'est rencontrés en studio pour la première fois à New York. Bonjour, enchanté, je suis Pierrick, Gonzalo, ok, très bien. Je lui avais envoyé des partitions avant quand même. On s'est installé. Et puis ça a marché. Et ça a fonctionné en 1 seconde et demie. Ouais. C'est très, très, très difficile à expliquer. Des morceaux que toi, tu as composés? Y a pas, non, en fait, c'est l'histoire du jazz, en fait. C'est-à-dire que ce ne sont que des standards, mais de différentes époques. Ok. C'est ça qui est très intéressant dans ce disque, Pierrick Pedron. C'est que effectivement, vous avez repris un certain nombre de standards dans des styles différents. Il y a de très très belles reprises. Il y a ce qu'on vient d'entendre. Il y a pour les amateurs de jazz, il y a un morceau de Carla Bley qui est magnifiquement, magnifiquement sublimé par votre duo. Tout à l'heure, Franck P disait quelque chose au sujet de Franquin sur le fait de réinterpréter, se réapproprier. Est-ce que les mots qu'il a employés, vous pourriez les employer en musique quand on reprend un standard composé par quelqu'un d'autre? C'est la même chose? Vous parliez tout de suite de Lowndes, le morceau de Carla Bley. Je vais revenir à la question. Mais il faut quand même que je vous dise que ce morceau-là, c'est assez particulier parce que normalement, on ne devait pas l'enregistrer. J'avais tous les morceaux et j'avais tellement donné de mon énergie et de tout ce que je pouvais dans ce disque et dans cette discussion avec Gonzalo que j'étais épuisé. C'est-à-dire que je me sentais plus capable de refaire de la musique, de ressouffler dans le saxophone. On avait passé 2 jours en studio et je disais à Daniel, Daniel, c'est bon, on va arrêter. Il y a suffisamment de morceaux, on ne va pas jouer Lowndes. Et le directeur artistique m'a dit, si, on le joue. Et c'est surtout maintenant qu'il faut le jouer. C'est-à-dire que là, j'ai joué ce morceau-là, qui est une ballade magnifique, et je l'ai joué pratiquement en pleurant. C'est-à-dire qu'il y a une émotion qui se dégage de ce morceau-là, et j'aimerais vraiment bien que vous puissiez l'écouter. Et voilà, donc la réinterprétation, je vais y arriver, elle est due aussi à la fragilité du moment. C'est-à-dire que maintenant, je serais probablement incapable de l'interpréter de cette manière-là. Il y avait quelque chose de très intense ce jour-là dans le studio. Et c'était ma manière à moi de raconter cette histoire avec ce morceau-là. Donc tous les morceaux sont... On peut faire des versions de tous les standards, différentes, plein de versions différentes de toute façon. C'est possible. Bon, alors on va pas pouvoir tous les écouter. On va voir juste une image, si vous voulez bien, et vous allez la commenter. C'est une récompense que vous avez reçue. Ah oui. Ce sont les victoires du jazz. Est-ce que ça fait plaisir quand on reçoit une récompense ou dans ce milieu du jazz, finalement, les prix, ça n'a pas beaucoup d'importance? Je ne vais pas vous dire non. Oui, ça, bien sûr, j'étais très heureux. C'est Manu Katché qui vous remet, on voit sur cette image. C'est Manu, wow. ouais. Je pose la même question à Franck P. Vous avez déjà eu des récompenses et ce sont des choses qui vous touchent ou ça n'a pas d'importance? Sur 40 ans, j'ai dû recevoir une quinzaine de prix, dont certains importants, comme le prix du public à Angoulême. C'est important et pas important du tout. On pourrait parler de ça pendant des heures. Les prix, ça fait évidemment terriblement plaisir,
mais c'est un peu superficiel quand même. Voilà, ça ne change pas vraiment le boulot. Ouais, on pourrait en parler longtemps. Ouais, j'imagine que c'est pas en grand dans votre hall d'entrée derrière une grande vitrine, si je comprends bien ce que vous êtes en train de me dire. Voilà. J'ai un coin du grenier avec les trophées qui prennent la poussière, parce que trop les regarder, c'est très mauvais pour l'ego. Et voilà. Mais on ne va pas les jeter quand même. Ouais. Ouais. Alors, il y a un deuxième projet de Pierrick Pédron dont je voudrais qu'on parle. Ben, on va regarder aussi un extrait et on en reparle juste après. Alors, Pierrick Pédron, on est passé du tout au tout, le duo intimiste sur la nostalgie et l'introspection, à quelque chose de vibrionnant. Ouais. C'est quoi ce projet ? C'est le projet Black Lives Matter. C'est magnifique ce projet. C'est marrant parce que je me demande si j'avais déjà vu ces images-là. Je crois pas. Elles ont été tournées en Finlande. Ah, c'était en Finlande ? Ouais. Ouais. Et c'était vous au saxophone, si vous n'êtes pas reconnu. Justement, ouais, c'était moi. Oh là là, quelle formidable équipe, ouais. Stéphanie Calambert-Washington, épouse de Reggie Washington, le grand bassiste qu'on voit derrière là. Elle est fantastique, cette femme, parce qu'elle a organisé pendant le Covid une rencontre entre divers musiciens de Caraïbes, d'Afrique, des États-Unis, d'Europe. Et c'est un collectif. Voilà. Et moi, je suis probablement le plus mal placé pour en parler parce que je viens d'arriver dans ce collectif. C'est-à-dire que c'est probablement peut-être le premier concert, le deuxième concert. Je n'ai pas fait beaucoup de concerts encore, mais il va y en avoir. D'ailleurs, il y en a un le 10 novembre à Flagey, à Bruxelles. Et je trouve que l'initiative, elle est fantastique parce que, pareil, hein, c'est une rencontre avec des musiciens qui ne se connaissent pas forcément. Mais dans le tas, là, c'est quand même... Il faut savoir que moi, je suis un enfant parce que tous ces gars-là, je les ai écoutés quand j'étais adolescent. C'est quoi comme genre de musique, le répertoire que vous jouez ? On n'est plus dans le même jazz, là. On est dans des choses qui sont un peu funk, un peu soul par moment. C'est un hommage à la musique noire ? Probablement, oui. Ouais, c'est vrai. Il y a une référence à Black Lives, du funk. Il y a une référence à Black Lives Matter dans le nom du groupe. Hein. Exactement. Il y a du jazz, du rap, du blues, du funk, de la soul. Enfin, c'est un petit peu un mélange de tout ça et chacun apporte ses compositions et en s'inspirant un petit peu de cette colonne vertébrale là, qui est l'essence de cette musique-là, évidemment, musique noire. Voilà. Et c'est un collectif, hein, ça veut dire que ça vient, ça repart, on fait un concert parce qu'on est libre, on n'est pas libre à un moment parce qu'on a sa propre tournée, on y revient. C'est ça. Mais ça donne une cohésion d'ensemble. Hein. À Flagey, je crois qu'on sera 14 musiciens sur scène. C'est énorme. Ouais. Moi, je ne connais pas tous les musiciens de ce collectif. C'est toi le leader ou c'est chacun on veut dire qu'il y a quand même un organisateur et une organisatrice. C'est Reggie et son épouse Stéphanie, avec qui j'ai la chance de travailler aussi sur mes projets personnels.
Et c'est eux qui organisent, enfin, c'est surtout Stéphanie qui organise un peu tout ça. C'est un sacré boulot quand même, parce que quand il y a 14 musiciens à gérer, je ne voudrais pas être à sa place. Mais quand on est là sur scène, là, c'est... Oh, ah, je me rappelle de ce moment-là, j'étais très impressionné, j'avais même un peu de trac, parce que je connaissais pas vraiment tous ces musiciens. Le guitariste derrière, il s'appelle David Gilmour. Et c'est pas le Gilmour des Floyd, hein, c'est étonnant. Que je connais aussi du reste. Hein. Je connais aussi le David Gilmour des Pink Floyd. Mais lui, c'est David Gilmour qui jouait dans le collectif de Steve Coleman. Enfin, quand on connaît un peu le jazz, on connaît Steve Coleman. Et surtout avec le grand Wayne Shorter. Il jouait avec Wayne Shorter récemment. Parti dans les. Franck P, cette musique-là, vous pourriez dessiner dessus ou c'est déjà un petit peu trop rythmé et ça vous emmène pas dans la bonne direction? Ça dépend vraiment de mon humeur et puis surtout de ce que je dois dessiner. Quand je dois trouver de la nervosité dans le dessin, dans le trait, c'est très bienvenu, évidemment. J'adapte mes CD à ce que j'ai sur mon papier. Ouais. Alors, on va changer encore une fois de direction, c'est le principe de cette émission. Il y a encore un ouvrage à votre gauche, Franck P. Est-ce que vous pouvez l'attraper? Celui-là? C'est pas celui-là que je pensais, mais un ouvrage carré blanc. D'accord. Une claque dans la gueule. Voilà. On va accueillir François Steurs. D'accord. François Steurs, allez-vous nous mettre des claques dans la figure? Oui, je pense. Oui? Oui, Ouais. je pense. Ouais. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Alors, je suis François Steurs, je suis auteur et par moments peintre. Et voilà, mais ce n'est pas ma fonction principale puisque je travaille toujours dans des centres thérapeutiques. Ouais, ça veut dire que vous accompagnez des gens en souffrance et vous les accompagnez souvent par l'intermédiaire de l'art, c'est ça votre travail? Oui, c'est ça. Ouais. Ouais. C'est quoi l'intérêt de l'art en thérapie? L'art en thérapie, ça libère déjà, ça permet d'exprimer des choses qu'on n'a pas forcément envie d'exprimer avec le verbe. Moi, je m'occupe essentiellement d'adolescents qui sont en décrochage de vie et dont le symptôme commun, c'est le décrochage scolaire. Et l'art, en général, c'est un point pour retrouver l'envie d'apprendre. Ouais. Ça remet un pied dans les apprentissages. Et dans la communication avec les autres aussi. Dans la communication et dans la curiosité. Ouais. Alors j'ai vu que Franck P a déjà feuilleté une claque dans la gueule. Première réaction sur les dessins que vous voyez, si vous deviez les décrire, et on va les voir en même temps, nous on va voir à l'image quelques-unes des planches, si on peut appeler ça comme ça, de François Steurs. Alors, ce qui me frappe, c'est d'abord une grande liberté. Moi qui suis un figuratif par fonction, puisque la bande dessinée, ça raconte des histoires qu'on doit représenter dans le réel. Ici, on est tout à fait dans un autre registre qui est libre et qui fait courir les traits d'une manière souvent très nerveuse, des traits qui se cherchent et qui... comment dire, qui font des propositions et puis qui demandent à être interprétés, j'ai l'impression. Ouais. Il y a deux couches de dessin. On peut dire ça, François Steurs? Oui, tout à fait. Donc le trait dont vous parlez, c'est le trait d'Axel Claes, avec qui j'ai collaboré. Et ce qui se trouve sous le trait, les fonds, ce sont des dessins à moi. Voilà. Et alors, il n'y a pas que des dessins, il y a aussi un texte qui accompagne évidemment ces dessins dans cet ouvrage. Il parle de quoi, le texte, François Steurs? Alors, c'est un texte qui parle de l'emprise. Alors, je suis avec un musicien, donc c'est l'emprise d'un musicien, en fait, sur une femme. C'est une femme qui va le voir en concert. Et elle va être très ébranlée émotionnellement par ce concert, parce qu'elle voit
Elle voit cet homme qui entre ivre sur scène et qui, au décours du concert, va se redresser, va quitter le pied du micro auquel il se tient et va renaître de ses cendres tel un phénix. Et à ce moment-là de son histoire, elle n'a plus vraiment l'intention d'écrire quelque chose, mais là lui arrive une question. C'est la question comment on peut, comme ça, le temps d'une représentation, se remettre debout. Et elle va chercher à le rencontrer, donc elle va finalement obtenir son numéro de téléphone, elle va l'appeler et au moment de l'appel, tout ça n'est pas dans le livre. Il faut savoir que je suis partie d'une forme qui était plutôt un roman au départ et je vous expliquerai pourquoi ça arrive à cette forme-là après. Et elle va l'appeler et à ce coup de fil, d'abord elle est super nerveuse, elle se demande s'il va décrocher, enfin elle pense qu'il ne va pas décrocher, mais il décroche et il lui dit écoute, je ne comprends rien à ce que tu me racontes, je suis en train de dormir, je te rappelle plus tard. Ouais, il y aura des rencontres. On va aller à l'essentiel, Françoise. C'est une histoire d'un homme et d'une femme. Ça parle de sexualité et ça parle d'un rapport à l'autre, d'une utilisation de l'un par l'autre et de la soumission de l'un à l'autre. Oui, tout à fait. Donc en fait, ils se rencontrent réellement et dans un premier temps, il semble adhérer à son projet et il l'emmène chez lui, donc dans le lieu clos de son appartement, en lui disant qu'il a un film documentaire à lui donner, que du coup elle aura un peu plus d'informations et qu'après ils reprendront le travail. Et évidemment, quand elle se retrouve dans cet appartement, ça dérape, c'est l'effroi pour elle, c'est la sidération et en même temps elle tombe amoureuse. On peut être amoureuse de son tortionnaire ? Je pense. C'est l'effet de Stockholm. Oui, c'est ça. Ouais. Qu'est-ce que ça vous inspire, Franck P., Pierrick Pédron ? Est-ce que ça vous donne envie de lire ? Parce que c'est une forme poétique, on y reviendra tout à l'heure. Est-ce que ça vous fait peur, ce qu'on vient de raconter ? Ou est-ce que ça vous attire quand même un peu ? C'est marrant parce que j'ai l'impression d'avoir entendu ces histoires-là plusieurs fois. Il y a vraiment... il y a vraiment, quand on parle de jazz en général et quand on parle des grandes légendes de jazz, le côté d'arriver sur scène ivre et se relever comme ça, c'est arrivé à tellement de musiciens à une certaine époque. Alors après, les relations avec les filles, c'est toujours quelque chose d'assez complexe. Ça peut être complexe, ça peut être magnifique, ça peut être très beau, mais... J'y vois d'ailleurs avec une relation avec ce que je peux regarder de tes dessins. Il y a un lien, effectivement, une déconstruction, il y a un lien avec l'improvisation directement. Et alors que derrière, il y a une structure, il y a quelque chose qui est ancré dans la pierre. Et derrière tout ça, moi, je trouve que c'est très jazz, en fait, moi, ce que je vois là. Il y a un côté un peu... Voilà, ça me fait penser un peu ça pourrait me faire penser à la musique de Thelonious Monk, voilà, qu'on compare souvent à Picasso. Comment tu as imaginé la relation entre le texte et l'image ? Pardon. C'est toute une... En fait, moi j'écris dans les cafés. Et donc il y a la musique forcément. Et puis arrive le Covid. Et plus de café ouvert, et donc je me dis non, enfin donne-toi, enfin c'est pas possible, arrête de faire ta princesse, quoi, va écrire chez toi. Et impossible. Alors j'utilise mon autre mode d'expression, qui est le dessin, et je décide de faire tous les jours un dessin, mais uniquement avec ce que j'ai sous la main. Donc je n'utilise absolument aucune peinture, mais je fabrique en fait les couleurs moi-même, chez moi, avec ce que j'ai. Et il va y avoir 45, 46 dessins de ce moment-là. Et
Et j'ai l'idée, d'abord, puisque je n'arrive pas à écrire ce texte qui était bien loin avancé, je me dis je vais faire une réduction. Je vais aller à l'essentiel, je vais prendre un substantifique moelle de ce que j'ai pu écrire, je remanie un petit peu, ça donne cette forme poétique. Et dans un premier temps, je me dis mais je vais utiliser ces dessins puisqu'il y a l'empêchement, et c'est comme ça que je vais arriver chez Axel, qui est aussi un imprimeur, et on va discuter. J'avais fait une compilation des phrases avec certains dessins, et puis il m'invite à une de ses expos. Je vais voir, je lui dis mais Axel, ce trait noir, c'est extraordinaire. Est-ce que tu accepterais que je te confie mes dessins et que tu interviennes avec le trait noir? Ouais. Il y a cette chose en commun chez vous trois, c'est le duo. C'est le duo avec un pianiste, c'est le duo avec un scénariste, c'est le duo avec un co-dessinateur, on va dire ça comme ça pour François Steurs. Est-ce que c'est facile de travailler avec quelqu'un d'autre? Est-ce qu'on est parfois frustré? Est-ce qu'on est parfois déçu? Et me dites pas non jamais parce que j'ai le meilleur partenaire qui soit. Tout dépend du partenaire qu'on choisit avec soin. Dans le cas de Zidrou ou d'autres scénaristes avec lesquels j'ai travaillé, ce sont vraiment des histoires de couple. Ouais. Mais est-ce que parfois vous dites tiens, ça, ce que tu me proposes, je le sens pas, on devrait le retravailler, ça, j'ai un petit problème. Ou est-ce que franchement, c'est carte blanche et vous vous adaptez? Non, c'est un couple et on s'engueule aussi parfois. Et je considère qu'un collaborateur est le bon quand je sens que je peux m'engueuler avec lui, sans foutre en l'air toute la relation. Et que ça va profiter au projet, tout ce qu'on va mettre dedans, toute notre vie, toutes nos émotions, et que l'alchimie va partir de là. Donc c'est très engagé comme relation de travail. Et c'est ce qui en fait aussi la forme magnifique. On ressort d'une relation comme ça enrichie, vraiment. Ouais. Je ne taris pas de remerciements pour les collaborateurs, qu'ils soient scénaristes ou coloristes ou éditeurs autour de mes bouquins. Ouais. Pierrick Pedron, il y a déjà eu des duos ratés dans votre vie musicale? Honnêtement, non. Mais je suis complètement d'accord avec ce que dit Franck. Effectivement, c'est l'histoire le duo, c'est l'histoire d'un couple, finalement. Et s'il n'y a pas d'engueulade, effectivement, ça ne peut pas marcher. Puisqu'on est, soit l'un ou l'autre, dans une frustration énorme. Puisqu'il faut pouvoir dialoguer, il faut dire les choses. Et puis on doit se frotter l'un à l'autre. Exactement. Et quand on n'est pas d'accord, on ne peut pas garder ce truc pour nous. Donc, honnêtement, non. En même temps, je n'ai pas joué non plus tant que ça en duo. L'expérience avec Rubalcaba, elle est assez exemplaire, mais on se dit des choses quand on joue. C'est plutôt le trio, le quartet, le quintet, vos formules habituelles? Plutôt, oui. Plutôt le quartet, on va dire ça. Ouais. Alors François Steurs, je reviens à vous. J'aimerais savoir pourquoi c'est un duo. Pourquoi il a fallu que Axel Claes vous accompagne dans ce projet? Vous auriez pu le mener à bien toute seule. Vous êtes l'autrice des textes, vous êtes l'autrice de la première couche de dessin. C'est quoi? C'est la timidité et la peur d'être toute seule à porter un projet. Il fallait la signature d'un homme parce qu'on parle de violence homme-femme dans cet ouvrage? La signature d'un homme, non, j'ai pas vraiment pensé à ça. Il se fait que c'est quelqu'un que je connaissais et que je pensais que ça allait apporter une plus-value en fait au travail. Et je crois que c'est le cas, en effet. Et évidemment, c'est très particulier parce que quand on est auteur, on ne travaille jamais à deux. Voilà, c'est un travail très solitaire. Et je pense aussi que c'était peut-être pour sortir de cette forme d'isolement de l'auteur que j'ai fait appel à quelqu'un pour la question de la confiance aussi, avoir confiance. Ouais. Alors, ça parle vraiment de relations hommes-femmes et pas du côté les plus chouettes des relations. Quand on lit les pages, ça a beau être une poésie, on a quand même un petit peu la gorge qui se serre quand on vous lit. Les mots sont crus, les scènes sont crues et parfois violentes. Il fallait que ça sorte, ça? Oui, c'est important. Je suis intimement persuadée que ça doit se dire, ces choses-là, et
que quand elles sont dites, ça permet de relativiser et d'ouvrir une nouvelle page. Ouais. Dans votre écriture, on a 2 points de vue. On a alternativement le point de vue de l'homme et alternativement le point de vue de la femme. Pourquoi est-ce que vous avez voulu ça? Je voulais qu'ils aient chacun leur voix. Et je pense que dans ce genre de relation, d'une certaine façon et à l'insu de la conscience, on s'est choisi pour jouer dans ce jeu. C'est terrible ce que vous êtes en train de dire. Ça veut dire qu'on est consciemment victime et non. 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 J'ai dit à l'insu de sa conscience. Je pense que c'est à l'intérieur de soi, mais qu'on ne sait pas pourquoi c'est à l'intérieur de soi, et que de part et d'autre, quoi, que ce soit la personne qui est le dominant, ou la personne qui est la dominée ici, en l'occurrence, puisque c'est la femme, mais ça peut être à l'inverse. C'est presque un passage obligatoire, peut-être dans certaines histoires, de passer par des tragédies, en fait, comme celle-là. Alors, c'est une claque dans la gueule, en tout cas, c'est une lecture coup de poing qu'on recommande. Comment on fait pour trouver ce livre, Françoise Steurs? Alors, c'est très confidentiel. Il y en a quelques exemplaires à la librairie, la page d'après, qui se trouve à Louvain-la-Neuve. Et sinon, en me suivant dans des événements où je vais aller présenter le livre ou en prenant contact directement avec moi. Je suis sur les réseaux sociaux. Donc voilà. Et on va aussi mentionner votre précédent ouvrage qui s'appelait Déséquilibre ordinaire. C'était autre chose, Déséquilibre ordinaire. Là, c'était un roman. Ça parlait de quoi? Alors ça, c'était plutôt... oui, ça n'a rien à voir. Ça parlait d'un photographe qui fabrique lui-même ses caméras et qui est qui est marginal, qui est un peu fou et qui va faire des clichés dans son quartier et souvent des clichés un peu irrévérencieux. Puis il en a un peu rien à faire. Lui n'a pas envie que ça se montre, que ça se sache. Et c'est un jour le médecin qui s'occupe de lui qui va découvrir tous ces clichés dans son appartement et qui va petit à petit l'amener à montrer, à faire voir. Et puis il va y avoir forcément une espèce de contrepétrie parce que c'est lui, le Max, qui est un peu fou, qui va au fond prendre le dessus à un moment donné. Mais je ne vais rien vous dire de plus parce que si vous voulez lire le livre, vous êtes les bienvenus. Et le dessin, la couverture de ce livre a été réalisée par un jeune dont je m'occupais et qui a été très fier en fait que... C'était un pari d'ailleurs avec les jeunes que j'avais pris ce dessin qui était son dessin, puis j'avais commencé à écrire une histoire dans un atelier d'écriture que je leur proposais et on lisait nos récits et les jeunes m'ont dit « Ah, c'est beau ce que tu écris, est-ce que tu vas écrire la suite ?» Et je leur ai dit « Chiche, à condition que le jeune que je peux citer, parce qu'il est d'accord, Gabriel, accepte que son dessin soit la couverture du livre. » Donc c'est un pari qu'on a fait. Et alors j'ai eu la chance d'être dans cette petite maison d'édition belge que je vous conseille vraiment de découvrir, qui s'appelle Cactus Inébranlable. Et Jean-Philippe Querton, qui est l'éditeur, m'a fait confiance et il a accepté que ce dessin soit vraiment la couverture du livre. Pierrick Pédron, Franck P., est-ce que vous a donné envie de découvrir plus avant l'univers de Françoise Steurs et ses créations? Oui, forcément, oui. C'est des beaux débuts d'histoire et on a envie de plonger dedans. On a envie d'avoir la fin. Pierrick Pédron, on a parlé de sexualité. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que on aime plein de musique, on a des oreilles ouvertes vers plein de musique, mais que quand on pense à la sensualité, on pense au jazz? Non. Non, vous n'êtes pas d'accord? Non. Vous pensez à quoi alors? Non, je pense que c'est très intime ce truc-là et que chacun doit penser, chercher la sensualité dans ce qu'il veut finalement. C'est pas forcément la musique, de reste. Mais si on choisit la musique, elle est tellement vaste, elle est tellement immense la musique que
que ce soit le jazz ou pourquoi pas le hard rock finalement. Mais ça dépend de la sensibilité de chacun. Franck P., j'aimerais qu'on parle de 2 autres livres que vous publiez pour terminer cette émission. Vous allez peut-être nous présenter le premier et nous expliquer de quoi il s'agit. Alors ça, c'est un livre d'entretien qui a été très bien fait, réécrit par un très bon écrivain de théâtre. Donc voilà. Tenez-le bien droit face à la caméra. Ça s'appelle « Dans l'antre de la bête ». Pour ceux qui veulent en savoir un petit peu plus dans les coulisses de la cuisine de la bête. Voilà. Ça raconte comment vous vous êtes attaqué au marsupilami de Franquin. Entre autres. Ouais. On a tous les trucs de dessinateur, on sait comment vous avez créé le personnage et tout ça. Oui. Je me livre un peu et puis voilà. C'est des entretiens, quoi. Ouais. Et puis il y a un autre livre qui reproduit des fresques que je dessine dans les salons de BD depuis 15 ans. Qui sont une alternative aux sacro-saintes dédicaces. Vous n'aimez pas les dédicaces? J'en ai fait des millions et j'en suis un peu fatigué. Et plutôt que de disperser mon énergie à faire 1000 dessins par jour qui s'évaporent, je préfère faire un grand dessin. Alors quand je dis grand, c'est 10 mètres de long sur 1,50 m de haut. Ouais, on peut déplier un tout petit peu le livre pour voir? Et ce sont chaque fois deux jours de salon où j'improvise. Attention au micro. Ouais. Et donc, c'est une démonstration de, quelque part, de virtuosité, hein, puisque à ce stade-là, on n'a pas le temps, on n'a aucun recul, et on se laisse aller à ce qui vient. Dans mon cas, c'est souvent des animaux. Et ici, pour la première fois, le livre reprend une partie de ces fresques et les a rassemblés sous une forme qui est très audacieuse, puisque c'est un livre accordéon qui peut se tenir dans tous les sens. C'est un objet. Voilà. On va vous remercier tous les trois d'être venus dans Connaissez-vous de Franck P. Il y a aussi et surtout évidemment La Bête volume 2, c'est aux éditions Dupuis. Pour Pierrick Pedron, il y a donc ce duo pianiste, saxophoniste Pedron Rubalcaba, et puis il y aura ce concert, ce sera à Flaget, ce sera en novembre, sera le 10 novembre précisément avec le groupe Black Live From Generation to Generation. Et puis pour François Steurs, c'est une claque dans la gueule. Il faut s'accrocher pour le lire, mais parfois ça fait du bien de prendre une petite claque, ça remet les idées en place. On va changer d'univers une dernière fois, c'est notre micro ouvert. On va accueillir une slameuse, elle s'appelle Hélène Justicia. Son texte s'appelle Luce. Luce, c'est la lumière en italien, et vous allez comprendre en l'écoutant qu'on parle de cette immigration italienne qui est venue en Belgique. C'est la génération d'avant, ou peut-être celle d'encore d'avant, qui est venue travailler dans les mines. Ils disent gueule noire, ils disent chicho, pour masquer la gêne d'avoir laissé descendre d'autres corps que le leur, bientôt réduits en cendres. Je vois des yeux écarquillés aveugles avancer, je vois des graves à dégringoles, des corps échevelés, je vois des cheveux épineux graissés de suie de sang, tout remonte, tout remonte, des corps et des poumons, tout remonte, toujours tout remonte, silicose crachée noire sur des mains ointes de honte, tout remonte, toujours tout gronde, revient des entrailles charbon, quand en surface les hommes marchent, martèlent le sol ou sous casier, au sole mio à expirer. Il disait ça, Macaroni, interdit chien et italien. On disait ça, Mussolini, fascisme, haine, épuisé rein. Je viens d'une famille au ventre terre nos grands-pères. Je viens d'une famille, si deve dire grazie per tutto. Tu dois sentir en toi ta chance. Tu dois sentir au creux de toi ta chance, donnée par ses aïeux pour que ta vie soit mieux. Remercier cet accueil où sont lancés épines, jurons et crachats de gras. Cours d'école, tu t'échines. Ils disent de toi que tu es sale. Frotter ta peau per lasciare nell'acqua il nero della pelle. Ils disent peau brune, tannée, soleil d'hiver. Ils disent yeux bleus. Quand c'est noir, c'est plus clair. Ton sud, on l'aime bien, surtout quand il est loin. J'ai peur
J'ai peur que la mine me mine, que toute ma vie soit galerie, exposition des origines, ma sono nata qui. J'ai peur d'une vie tracée d'avance, à peine sortie de terre des décennies d'attente, non sono nata lì. J'ai peur qu'un pied pousseur, vengeur, un pied frappeur, senteur grisou, me ramène d'un coup au pays inconnu de l'ailleurs. J'ai peur que la poussière s'immisce, mes poumons encrassés, alvéoles obstrués, étouffés sous ma peau de suie brune. Ils avaient donc raison. On porte en soi nos histoires anciennes. Un paese in pace per mangiare ogni giorni. On porte en soi des déboires et des haines. Il duce mi ha tradito, ho perso la mia vita. On porte en soi des cadavres qui s'égrènent. Non rivedere mai la casa dove sono nata. On porte en soi des havres de grande peine. Ho lasciato tutto per un paese freddo. On porte en soi le retour à la terre. Ritornare in Italia nel vento dell'amore. Des galeries de suie où s'enfonce mémoire, où avance l'espoir d'un puits fou de lumière. Je vois, tu vois, luce, 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 sono fuori, luce. Luce, un texte de Hélène Lenne Justitia. Hélène Lenne Justitia, elle est membre du Slam Club de Namur qui se réunit tous les 3e mardis du mois à la Maison de la Poésie de Namur, qui organisera aussi le 17 octobre, c'est mardi prochain, un championnat national de slam. Et elle, personnellement, vous pouvez la retrouver sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, Hélène Justitia. Merci d'avoir suivi Connaissez-vous et à bientôt.